Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission Kaboom. Nous sommes au musée de la bande dessinée à Bruxelles à l'occasion de l'exposition Franck P ou les passions d'un faune. Le dessinateur de broussailles a accepté de revenir en notre compagnie sur ses 40 ans de carrière. Les animaux, ça a toujours été une passion depuis que je suis tout petit, donc ça n'a aucune originalité. Je crois que tous les enfants adorent les animaux, point. Moi aussi, voilà. Sauf que chez moi, ça a continué et que chaque fois que j'ai pu voir des animaux de plus près, j'en ai profité beaucoup. Et quand j'ai commencé à dessiner, parce qu'on lisait Tintin Spirou à la maison, eh bien, j'ai dessiné des animaux. Dessiner des animaux, c'est vraiment une spécialité. C'est un peu comme les peintres de marine ou de nus ou de portraits. C'est-à-dire que c'est le travail d'une vie. J'ai une documentation évidemment assez complète sur le monde animal. Je vais les fréquenter aussi tant que je peux dans les jardins zoologiques. Quand j'étais petit, j'allais beaucoup au cirque les dessiner. J'ai fait des croquis, des films, des photos. Et puis à un moment, ça devient une seconde nature. C'est-à-dire que la mémoire visuelle travaille en permanence. Et je n'ai même plus besoin de dessiner. Je retiens comme si je dessinais. C'est-à-dire que mon œil, mon cerveau analyse et retienne pour pouvoir l'utiliser après dans les dessins. Donc je travaille tout le temps, en fait, c'est terrible. Avant Broussailles, je suis débutant, j'apprends mon métier. J'ai fait quelques années à Saint-Luc, mais un enseignement très général, très peu précis à cette époque-là. Et je ne vais pas prendre des cours de bande dessinée parce que ça me semble un peu trop élitiste à l'époque. Et j'ai l'occasion de publier dans Spirou. Et donc dans Spirou, à force d'illustrations, de petites séries, de petits machins, j'apprends mon métier, j'apprends ce que c'est publier, ce que ça fait d'avoir des lecteurs qui répondent, etc. Et puis je fonde d'une manière très candide mon premier personnage qui est Broussailles. À partir du moment où j'ai Broussailles, j'ai un porte-parole. Broussailles, c'est moi et c'est pas moi. Enfin, j'en fais ce que je veux. Je me découvre l'univers que j'ai envie de porter dans la bande dessinée. Broussailles va présenter une rubrique animalière au début sur la nature et petit à petit va prendre sa personnalité et va devenir cet alter ego marginal, adolescent, poète à ses heures, mais un peu révolutionnaire aussi. Enfin, il va chercher dans les coins où on ne va pas souvent. Quand j'ai fait la première histoire de Broussailles, les baleines publiques, ça se passait donc à Bruxelles et c'était l'idée de faire apparaître les poissons et notamment une baleine sous la ville, comme si l'inconscient tout à coup se créait dans les rues. Les baleines publiques, c'est un peu comme le démarrage de ma vie professionnelle. C'est la première fois que je faisais une histoire que j'avais vraiment décidé de faire, ma propre envie, et où je parlais un peu de moi. Parce qu'à l'époque, j'habitais dans le quartier Léopold. Et j'habitais tout près de ce musée d'histoire naturelle qu'on voit ici, sur cette planche. Et ce musée était en transformation à l'époque. Et j'avais imaginé donc que cette baleine vivait sous le musée d'histoire naturelle. Et je n'avais qu'à sortir de chez moi, traverser la rue pour me documenter et aller faire les croquis des iguanodons. Zoo, c'est un peu mon grand œuvre. C'est-à-dire que dans un lieu qui est un jardin zoologique, c'est-à-dire un lieu que j'avais envie de mettre en scène depuis très longtemps, mais je n'osais pas parce que je n'avais pas encore les outils, les moyens techniques de le faire. Un jour, je les ai. Et je vais trouver un ami scénariste et je lui dis voilà, je voudrais faire une histoire dans un zoo. Et ça a marché du tonnerre. Et on a travaillé pendant 15 ans sur ces 3 tomes, 200 pages. Ça se passe pendant la guerre 14-18, dans un zoo Art Nouveau avec un médecin, un sculpteur animalier, une jeune fille sauvageonne et ce personnage qui est persuadé d'avoir perdu son âme parce qu'elle a perdu son nez. Or, elle est sibérienne et en Sibérie, l'âme se trouve dans le nez. Grâce à Zoo, j'ai pu revenir à la sculpture. J'en avais toujours fait un petit peu pour le plaisir comme ça. Mais comme dans Zoo, il y a un sculpteur animalier, je me suis mis moi-même à la pâte. Un ami a vu ça, il a dit « Oh, il faut les faire en bronze ».
Je l'ai traité de fou, mais il l'a quand même fait. C'était intéressant. Et donc, j'ai continué. J'adore ça, mais je suis très amateur dans la technique. Donc, je ne me considère pas comme un vrai sculpteur, mais j'adore faire ça. Après Zo, je n'ai plus trop d'envie parce que Zo a été une satisfaction et c'est un univers qui continue à vivre en moi. À un moment, je me tourne vers mes sources, c'est-à-dire les gens que j'ai admirés et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et les premiers éléments que je trouve sur ma route, c'est les personnages de bande dessinée. Et je vais passer un moment à faire des portraits réalistes de personnages de bande dessinée, donc imaginaires et parfois très humoristiques, les faire comme s'ils étaient là, présents dans mon atelier et que j'en fais un vrai portrait à l'ancienne. Et puis j'ai eu la proposition de faire une exposition autour de l'œuvre de Mucha, le grand affichiste Mucha que tout le monde connaît. On a tous eu dans notre cuisine, notre salle de bain, pardon, un grand poster de Mucha, artiste tchèque génial du début du siècle, typiquement artiste art nouveau. Je pensais ne rien pouvoir en faire et finalement il m'a fait découvrir l'aspect décoratif du dessin que je n'avais jamais abordé. Et j'ai commencé à dialoguer avec Mucha, c'est-à-dire à travers son travail, je pouvais trouver quelles solutions graphiques il trouvait à des problèmes que moi aussi j'avais et que tous les dessinateurs ont. Et ce dialogue a été extrêmement intense, sur les couleurs aussi, sur les formes, sur la manière de composer. Et puis, on m'a proposé aussi une reprise de Little Nemo, le petit personnage américain, quasi fondateur de la bande dessinée. Winsor McCay est un des grands génies de la BD. Et on m'a dit, tiens, tu ferais pas, toi qui aimes rêver, tu ferais pas une reprise de Little Nemo? Je lui ai dit, oui, j'ai fait 2 pages comme ça pour le plaisir. Et en fait, l'éditeur était tellement content qu'on en a fait 2 bouquins. Spirou et Fantasio, c'est certainement une cerise sur le gâteau, mais une cerise qui attendait au frigo depuis très longtemps. Parce que j'avais cette envie depuis que j'étais ado. Je savais, comme tout le monde, que Spirou avait été repris par Franquin des mains de Gigé, et qu'après Franquin, d'autres l'avaient repris, Tomé Genry, etc. Et donc c'était un personnage ouvert finalement. Et moi, jeune, plein d'ambition, oh tiens, moi aussi j'en ferai un jour. Entre-temps, j'ai vu combien c'était difficile de faire de la BD et qu'il fallait peut-être que je la mette un peu plus bas. Mais voilà, à 58 ans, je me suis dit que c'était peut-être le moment et j'avais une vraie envie toujours d'apporter ma petite pierre à ce grand édifice communautaire qui est la série Spirou et Fantasio. À un moment dans ma carrière, j'ai pu travailler pour le monde du dessin animé. Et là, on ne travaille pas du tout pour être publié. Donc les dessins ne vont pas rester devant l'éternel. Ils sont simplement destinés à nourrir une équipe. Et une fois que le dessin animé est fait, qu'ils ont agi pour l'écran, ces dessins sont oubliés. Et là, j'ai dessiné avec une toute autre manière, c'est-à-dire que c'était l'énergie et l'idée qui comptaient. Et de cette manière-là, j'ai découvert que j'étais capable de dessiner de manière beaucoup plus libre et que parfois ce que je faisais sans me soucier du résultat était meilleur qu'en étant fesse coincée et en essayant d'être parfait. C'était pas du tout mon envie, simplement c'est la Warner à un moment qui m'a téléphoné de Burbank en me disant on fait un film, est-ce que vous voulez travailler dessus? Et vous êtes avec Claire Wendling? Je dis peut-être, oui, peut-être bien. Et donc c'était ce film-ci qui est Quest for Camelot, Excalibur. Pendant la réalisation du film, ils ont changé la cible. Au début, ça devait être un film adulte, noir, celtique, très intéressant, et c'est ça qu'on a développé. Et au final, ce qu'ils en ont fait, c'est un film pour les 7-10 ans.
Donc ça, tous nos dessins ont été mis à la poubelle et ne se voient pas dans le film. Le film n'est pas bon, franchement n'est pas bon. Mais moi, j'ai jamais regretté une seconde d'avoir travaillé pour eux parce que j'ai appris tellement de choses, c'était un vrai bonheur. Ça vous dirait d'entendre la véritable histoire de Robinson Crusoe? Travailler pour le dessin animé, ça veut dire aussi travailler en équipe, contrairement à la bande dessinée. Et ces équipes sont composées en général de gens extrêmement talentueux et très spécialisés dans des choses pointues. Et donc quand je fais une immersion de 6 mois ou 1 mois ou 2 mois dans une équipe comme ça, qui m'apporte à moi beaucoup de choses pour améliorer mon dessin. Cette découverte, j'en ai profité après pour faire des dessins libres, notamment en salon de bande dessinée, où je fais des grandes fresques devant le public en direct. Ce sont des improvisations animalières. Ce sont des dessins libres, complètement jetés, pour le plaisir du dessin en train de se faire. En faisant ça, j'ai vraiment appris un peu mieux mon métier. Et sur les planches, j'accepte beaucoup plus facilement les erreurs. Mais aussi, j'ouvre une porte où des choses que je ne contrôle pas peuvent arriver. Et c'est souvent les meilleures choses. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Après des années d'avoir dédicacé des livres, j'avais envie de faire autre chose. Et faire des grands dessins comme ça, en public, pour moi, c'est une manière de donner aux gens aussi, de montrer le plaisir du dessin en train de se faire. Ce qui est quand même intense. Moi, je me rappelle quand j'étais môme que je voyais Franquin dessiner sur un paperboard des Gastons. J'adorais ça. Je trouvais ça le moment le plus magique. Voilà. Et c'est un peu cette magie-là que j'essaie de transmettre aux gens. Et j'aime bien faire ça parce que c'est pour moi une manière de continuer à travailler, d'apprendre des choses. Parce que j'ai toujours des photos, plein de documents autour de moi. Et j'essaye de faire des choses que j'ai jamais faites. Faire se rencontrer des choses qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble est toujours... Enfin, souvent fécond. Et c'est comme ça que finalement, de manière très naturelle dans ma vie, j'ai fait se croiser l'animal, les eaux et le dessin et la création artistique. Et un lieu qui réunit tout ça, non seulement n'existe pas, mais m'a semblé, quand j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement pertinent, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et c'est un projet de parc animalier avec des vrais animaux. Mais ce coup-ci, ce n'est plus un regard scientifique qu'on pose sur les animaux, c'est un regard artistique. Et de cette manière-là, je vais pouvoir faire un parc qui n'a jamais été fait auparavant, où on va, par une scénographie très précise, faire se rencontrer les œuvres de dessinateurs animaliers et les vrais animaux. Essayer de les mélanger le plus possible et de faire travailler mes copains dessinateurs de BD, évidemment, ou peintres, ou illustrateurs, mais aussi d'aller chercher dans toutes les images qu'on a produites sur les animaux, depuis la préhistoire, en passant par les civilisations autres, à toutes les époques de la peinture, de la sculpture, du dessin animé. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de matière et on est au début du projet, mais j'espère que ça prendra forme un jour. Voilà, l'émission touche à sa fin. Sachez que l'exposition Franck P ou les passions d'un faune est visible au musée de la BD à Bruxelles jusqu'au 4 septembre 2016. Bon allez, moi j'ai plus beaucoup de temps, je vais vous laisser.